William on the drive. Pull up. Got it! She got it! She got it! Ah, le basket féminin. Inventé en 1892, à peine un an après la création du basket par James Naismith, grâce à sa précurseur Clara Gregory Baird, une professeure de sport qui, fatiguée de ne pouvoir enseigner que de la gymnastique, va essayer de changer les choses avec le basket, en organisant dès 1893 les premiers matchs féminins. Mais dans la société de l'époque, cette toute nouvelle discipline va être mal vue, et on va déjà commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Ce sport est soi-disant trop violent, il y a trop de dribbles, trop de balles arrachées, etc. Il ne respecte pas l'image que la société voulait donner de la femme de l'époque. C'est non. Oh, ça c'est bon. Alors Clara va s'adapter à ces critiques et créer en 1895 les premières règles du basket. Oui, écrit comme ça. Et quand on voit les règles de l'époque, on se dit que les mentalités ont bien changé. Elle n'aurait jamais imaginé que le basket féminin prendrait l'ampleur qu'il a aujourd'hui. À l'époque, il était considéré comme un loisir sain et était très loin de l'esprit de compétition que l'on trouvait dans la pratique des hommes. Mais le temps est passé, les philosophies ont changé et le basket féminin s'est fait une vraie place dans le sport. S'ensuivent son admission aux Jeux Olympiques en 1936 et sa première apparition aux Jeux de Montréal en 1976, puis la création de l'Euroleague en 1958, de la NCAA féminine en 1981 et de la WNBA en 1996, entraînant la naissance de grands moments de sport qui resteront marqués dans l'histoire comme la finale des Bleus au JO de 2012, Sue Bird, une légende du basket féminin et la première femme à faire partie du staff d'une équipe NBA. En 1985, Senda Berenson, Bertha Tig et Margaret Trop compliqué. Les premières femmes à entrer au Basketball Hall of Fame. Le premier dunk de l'histoire du basket féminin réussi par John Wells. La performance de la joueuse israélienne Anat Grigor réalisant l'inconcevable en marquant 146 points le 5 avril 2006. Mais aussi celle de Liz Campaign qui il y a à peine quelques mois a battu le record de points marqués en WNBA. Et j'en passe. Toutes ces performances, ces faits, font l'histoire du basket féminin telle que l'on la connaît aujourd'hui. C'est grâce à tout ce qui a pu se passer depuis son invention qu'il en est là où il est. C'est grâce à tous les obstacles qu'il a dû affronter que le basket féminin et surtout la WNBA sont proches de la perfection. Où la discrimination et le sexisme n'existent pas. Pardon. Où la discrimination et le sexisme n'existent pas. C'est quoi ça? Houston, we have a problem. C'est honteux. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. Ok, laissez-moi reprendre mon sérieux. La situation est très loin d'être parfaite. Dans la société actuelle, les inégalités de salaire font polémique, et le basket féminin n'y a pas échappé. Mais ces polémiques sont légitimes. Dites-vous que la joueuse la mieux payée en WNBA ne gagne que 117 000 $ par an, contre 30 millions pour Stephen Curry qui lui est le joueur le mieux payé en NBA. Le salaire médian en WNBA est de 71 000 $ par an, contre 6,8 millions en NBA. Et même le salaire minimum en NBA est plus important que le meilleur salaire en WNBA. Vous en voulez plus ? Anthony Davis gagne 4 fois plus pour un match qu'une joueuse en une année entière. Cette différence est tellement extrême qu'un arbitre en NBA gagne 2 fois plus que le salaire maximal en WNBA. Mais alors d'où vient ce problème ? Eh bien il s'explique de 2 façons différentes. Tout d'abord, la WNBA et les organisations de basket féminin sont très mal gérées. Pour le moment, les basketteuses ne peuvent pas avoir accès au même salaire que leurs homologues masculins car la WNBA ne génère pas autant de revenus que la NBA. Et elles s'en rendent compte. Mais elles pourraient tout de même gagner beaucoup plus que ce qu'elles gagnent aujourd'hui. Si l'on regarde la répartition des bénéfices de la WNBA, on peut voir qu'elle ne diffère qu'à peine 25% de ce qu'elle génère en profit dans le salaire de ses joueuses, alors que la moyenne dans les autres organisations sportives tourne plus autour des 50%, ce qui explique les salaires aussi bas. Et elle n'est même pas capable en faisant cela d'offrir des conditions de transport et de vie soutenables à ses joueuses. Et cela est très mauvais pour le futur du basket féminin et l'image qu'il donne. Certaines joueuses sont même forcées d'aller jouer dans d'autres pays une fois la saison finie, afin d'arrondir leur fin de mois. Mettez-vous à la place d'une jeune espoir du basket.
Vous mettez votre corps en jeu plusieurs fois par semaine et cela durant toute l'année, car vous ne pouvez pas vous offrir des vacances. Et tout ça sans jamais être sûr de votre situation une fois votre carrière terminée. Vous avez accès à votre rêve, mais un rêve qui peut très facilement tourner au cauchemar. Alors pour remédier à cela, beaucoup de jeux ont proposé de retravailler l'analyse co-avantage de la ligue et de pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur ses décisions. Alors si les joueuses et la ligue arrivent à trouver un point d'entente sur ce problème, ce sera un grand pas vers l'avant qui sera fait. La WNBA suivra alors sûrement l'exemple des autres ligues, en mettant 50% de ses revenus dans le salaire de ses joueuses, et permettra donc, si on fait le calcul, de faire passer les salaires maximum d'environ 100 000 $ à 700 000, ce qui est toujours très loin des salaires des hommes, mais une amélioration considérable. Mais attention, c'est là que notre deuxième problème entre en jeu. Si la WNBA fait rentrer si peu de ses bénéfices dans le salaire des joueuses, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'en génère pas assez et qu'elle a peur de mettre la ligue en faillite, surtout en sachant que le basket féminin est toujours en période de développement. La raison à cela, le basket féminin a un grave manque de popularité. Et cela s'est ressenti lors des playoffs en WNBA. Si on compare le nombre de téléspectateurs entre la finale NBA et WNBA, le problème est flagrant. 17 millions pour la NBA et seulement 559 000 pour la WNBA, c'est-à-dire 30 fois moins. Vous voulez plus de stats ? C'est 2 fois moins que l'audience télé de Vivement Dimanche, et presque 3 fois moins que la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que tu sais twerker? Non. Et si la NBA peut payer ses joueurs autant qu'elle le fait aujourd'hui, c'est parce que les profits et revenus qu'elle génère sont énormes. Pourtant, ce n'a pas été le cas depuis sa création. Dites-vous qu'il y a 30 ans, Kareem Abdul-Jabbar, aujourd'hui considéré par beaucoup comme le 3e meilleur joueur de tous les temps, n'avait un salaire par année que de seulement 2,7 millions de dollars, n'amassant que 13,7 millions de dollars de salaire pour 20 ans de carrière. Alors ça peut vous paraître énorme, mais c'est microscopique lorsque l'on voit qu'aujourd'hui certains joueurs comme Luke Babbitt, tu sais qui c'est ? Non, normal, gagnent plus en une seule année. La NBA a donc su se rendre plus populaire, a réussi à se vendre à plus de personnes, ce qui permet à quasiment tous ses joueurs de vivre de leur passion. Oui, même Luke Babbitt. Et même si à l'heure actuelle elle se voit un peu boycottée, elle s'est tellement développée au fur et à mesure des années qu'elle peut se reposer sur ses sponsors, contrats télé et tous ses produits dérivés pour financer les salaires exorbitants de ses joueurs. La WNBA doit donc suivre ce même chemin et commencer à plaire au public car c'est lui qui transforme une activité en un centre d'intérêt attirant de nombreuses sources de revenus. Et c'est la base de toute entreprise qui fonctionne grâce au divertissement. On a un exemple flagrant du même cas avec YouTube qui n'était au départ qu'un endroit où des gens postaient des vidéos dans un but de loisir et de partage, jusqu'à ce que le grand public comme vous et moi découvre l'application et vienne lui donner tellement d'importance que beaucoup d'entreprises ont commencé à investir et faire des partenariats avec n'importe quel YouTuber, tant qu'il touche un certain nombre de gens. YouTube est donc passé d'une application de divertissement à un véritable lobby dont on n'a pas encore vu l'aboutissement. Il faut donc que le basket féminin arrive à se vendre, qu'il attire plus de sponsors, qu'il soit plus aguicheur. Il faut qu'il arrive à le faire plus rapidement car son futur se ternit de jour en jour. Alors pour moi, la solution est que le basket féminin doit justement laisser le basket un peu de côté. Le beau basket en tout cas. Car même si plaire aux puristes est l'une des choses les plus importantes, ce n'est pas ce qui va lui permettre de s'étendre au grand public. Il faut que le basket fasse plus de bruit, plus de spectacle, qu'il suscite des histoires qui font rêver et réagir. Est-ce que tu sais twerker? Non, pas comme ça. Qu'il devienne un show avec plus de personnalité et qu'il monopolise les réseaux sociaux, même si ça ne plaît pas aux puristes qui n'aiment voir le jeu et que le jeu, sans trop de bruit ni de drame, juste du jeu. Et cet exemple, encore une fois, on le retrouve dans la vie de tous les jours. Quand tu vas au cinéma, tu vas voir Thanos faire disparaître tes super-héros préférés. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ils ont pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff comme on dit chez vous. Non, tu vas vraiment voir ça? Non. Ou Les Tuches, pas plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, pourtant classé parmi les meilleurs films de 2018 par Télérama. Les polémiques de cet été sont donc au final une très bonne nouvelle. Elles vont sûrement permettre d'améliorer la gestion des salaires et la gestion du basket féminin en général. Mais elles sont aussi une bonne nouvelle car elles ont durant quelques mois mis le basket féminin sur le devant de la scène. La preuve est ce que je vous parlerais du basket féminin aujourd'hui si ces polémiques n'avaient pas eu lieu? Bip, bip, bip. En attendant, le problème n'est toujours pas réglé, et l'on risque d'entendre parler du basket féminin par le biais de ces polémiques encore très longtemps. Je vous invite donc à commencer à vous intéresser à ce sport, car premièrement c'est une discipline très intéressante, mais aussi car c'est nous qui avons entre nos mains la possibilité de la sauver et d'améliorer la vie de beaucoup d'athlètes, mais aussi de permettre celle de beaucoup d'autres dans le futur.